Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est toujours l'impasse et la surenchère dans la guerre à Gaza. Après les réquisitoires du procureur de la Cour pénale internationale et la demande d'arrêt immédiat de cette guerre, Israël fait la sourde oreille et continue de bombarder les civils à Rafah, la ville sud de Gaza. C'est dans ce contexte que 3 pays européens ont officialisé hier leur reconnaissance de l'État de Palestine. Il s'agit de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège. Quelle évolution de cette guerre plus de 8 mois après son déclenchement? On fait le point avec notre invité. Il s'agit de Ali Lahrichi. Il est le doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Moundiapolis de Casablanca. Ali Lahrichi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie pour Alors, l'invitation. 8 mois après, Israël, en tout cas, a mis sa sens dessus-dessous l'ensemble de la bande de Gaza, excepté Rafah, qui était jusque-là plus ou moins épargné, mais aujourd'hui, les chars israéliens sont au cœur de Rafah. Donc, finalement, on se dirige probablement vers un drame humanitaire encore beaucoup plus important. Oui, malheureusement, le drame humanitaire, il a commencé il y a 8 mois, mais il ne fait que s'accentuer. Comme vous avez bien dit, la population de Gaza, elle a été poussée de quitter le nord de la bande de Gaza pour aller au sud. Quand les populations maintenant qui sont dans la ville de Rafah n'ont plus où aller, la bande à la bande de Gaza. Et malheureusement, c'est un massacre qui se passe dans la bande de Gaza avec on a vu avant-hier des frappes de réfugiés, c'est-à-dire des camps de réfugiés. C'est un drame, c'est une catastrophe humanitaire qui se passe sous le regard silencieux, je dirais, de la communauté internationale, bien qu'il y ait bien sûr des reconnaissances qui sont très importantes, comme vous avez évoqué, mais ou bien le mandat de la Cour pénale internationale qui est sorti il y a quelques jours par rapport à ce qui se passe là-bas, à l'encontre donc du Premier ministre et du ministre de la Défense israélien, mais la communauté internationale, le droit international humanitaire n'est pas effectif, n'est pas effectif au niveau de la Palestine, surtout de la bande de Gaza. On sait que ce droit garantit 3 choses, les droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à la paix. Ces 3 droits sont bafoués et nous voyons des enfants, des civils qui subissent un sort où ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est une catastrophe humanitaire, c'est un drame, c'est tous les noms, tous les qualificatifs, qu'ils soient, je dirais, sémantiques ou des qualificatifs même de droit international, sont là, mais la communauté internationale n'arrive pas réellement à arrêter, à cesser l'intervention de l'armée israélienne sur cette bande et surtout maintenant sur la ville de Rafah. Alors, restons toujours sur le terrain avant d'élargir après sur le plan diplomatique. Alors, ce que l'on ne comprend pas quand même, ça fait 8 mois, Israël n'arrive pas à mettre la main sur aucun des otages, donc en tout cas vivants. Le Hamas est toujours actif, même si on le sent diminué. Militairement sur le terrain, quelle lecture faites-vous de l'évolution de la situation? Sur le terrain, vous avez au début, bon, Hamas a attaqué donc le 7 octobre au niveau d'Israël. Il y a eu des otages. Effectivement, il y a eu donc une action qui a été perpétrée contre Israël. Mais la punition, l'offensive, il dure 8 mois. Et aujourd'hui, bon, les otages, ils sont toujours, il y a encore des otages. Israël n'arrive pas à les libérer. Il y a plus de 100 otages. Ils n'arrivent pas à négocier, c'est-à-dire les négociations. Il y a eu plusieurs rondes de négociations, que ce soit au Qatar, que ce soit en Égypte, avec des pays intermédiaires, mais il n'y a pas eu, c'est-à-dire un aboutissement
en dehors, au moment du mois de Ramadan, il y a un cessez-le-feu humanitaire, mais c'était une période un peu très courte. Et puis le Hamas, vous l'avez bien dit, il est diminué. Mais le problème, ce n'est pas le Hamas, c'est la population palestinienne qui est en train de subir donc les affres de ce massacre. Et la question qui se pose, jusqu'à quel point peut aller Israël? Parce que cette population, on sait que la bande de Gaza est une bande qui est, on parlait de la plus grande prison, c'est-à-dire à ciel ouvert, parce que il y a la mer d'un côté et puis il y a les frontières avec Israël et avec l'Égypte. Avec l'Égypte, c'est fermé. Donc, cette population, il n'a pas où aller. La question qui se pose, est-ce que l'armée israélienne va continuer à chercher, soit à libérer ses otages, soit à chercher les membres du Hamas, mais à quel prix? À quel prix le nombre de personnes décédées dépasse les 35 000 personnes en 8 mois. C'est énorme, c'est-à-dire dans un conflit armé, en 8 mois, pour une population de 2,5 millions, il y a plus de 35 000 personnes, dont la majorité, c'est des civils, c'est des enfants. Donc, c'est une question qu'on se pose. Mais la communauté internationale, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, les Nations Unies, doivent agir. Il y a eu, à travers les instruments donc, des Nations Unies, j'ai parlé tout à l'heure de la Cour pénale internationale, il y a une action aussi au niveau de la Cour internationale de justice. Les Nations Unies ont voté plusieurs fois, c'est-à-dire l'Assemblée générale a voté plusieurs fois, a condamné ou a demandé à condamner les actes d'Israël ou a demandé le cessez-le-feu. L'Assemblée générale il y a eu un vote pour la proclamation même de l'État palestinien, c'est-à-dire en tant qu'État membre des Nations Unies, parce qu'on sait que l'État palestinien, c'est un État qui fait partie des Nations Unies, mais ce n'est pas un État permanent, c'est-à-dire c'est-à-dire il est observateur. Maintenant, c'est la question qui se pose. Est-ce que la communauté internationale va il y a l'article 7 donc, de la charte qui va être déployé, c'est-à-dire pour instaurer la paix et la sécurité dans cette région. Et c'est là la grande question, parce qu'on ne peut plus attendre devant tous ces enfants, tout ce qui se passe là-bas. Alors, il y a aussi ce fait, c'est la reconnaissance qui est actée donc pour l'État de Palestine de la part de l'Espagne, du Norvège et de l'Irlande. Au niveau européen, en quoi ces actes forts peuvent-ils changer quelque chose? Oui, d'abord, c'est un acte très important. Ce sont 3 pays donc, européens, dont 2 de l'Union européenne qui reconnaissent l'État palestinien en tant qu'État, c'est-à-dire de point de vue de droit international, c'est-à-dire un État qui a les attributs de l'État, à savoir le territoire, une population et un gouvernement, c'est-à-dire une puissance publique qui gère les affaires d'un État. Donc, c'est un acte très, très important, cette reconnaissance unilatérale en droit international, c'est un acte, d'un point de vue juridique du droit international, il est très important, et surtout que ces 3 États s'ajoutent à 143 autres États qui reconnaissent la Palestine comme État, c'est-à-dire à part entière. 146 sur 193 États c'est-à-dire qui siègent au niveau des Nations Unies. On est au 8/10 ou 2/3 des États des Nations Unies. Donc, ce sont des États importants. C'est un acte qui peut, à mon sens, pousser encore la communauté internationale et surtout au niveau de l'Europe pour essayer de précipiter la voie diplomatique. Parce qu'il y a d'autres États européens qui certes n'ont pas fait la reconnaissance unilatérale comme l'a fait l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, mais qui disent, par exemple, la France, que c'est pas un tabou de reconnaître, mais le contexte ne s'y prête pas encore. Donc, ce sont des pays qui sont prêts à reconnaître ou qui vont reconnaître l'État palestinien parce que ad vitam aeternam, ce conflit ne peut pas durer. Il y a déjà une résolution au niveau des Nations Unies qui parle de 2 États, c'est-à-dire la résolution de 1967 qui parle de 2 États, de 2 territoires. Et il y a d'autres États en Europe
qui ne reconnaissent pas, mais qui disent nous reconnaîtrons dans un processus, par exemple, je pense à l'Italie, de diplomatique, de négociation entre Israël et les Palestiniens, c'est-à-dire pour s'implémenter dans une forme de diplomatique, de reconnaissance suite aux négociations. Mais là, la question encore se pose, parce que quand on parle de deux États, c'est un peu des deux États, deux territoires. Maintenant, le territoire palestinien, on voit Gaza, comment elle est presque détruite. Si on prend la Cisjordanie, dans ce territoire de la Cisjordanie, il y a eu, c'est-à-dire depuis l'accord d'Oslo, c'est-à-dire l'accord de 1993, l'accord de paix, et puis celui de 2003, il y a eu pendant une trentaine d'années un peuplement de colonisation à l'intérieur des territoires de la Cisjordanie. Donc, alors quel territoire aura la Palestine? Ce sont des questions qui se poseront au niveau c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, au niveau des conseils de sécurité, une fois que les autres pays européens ou l'Occident arrivent une autre fois, on l'espère, à une solution de paix, parce que s'il n'y a pas de paix dans cette région du monde, c'est-à-dire au Proche-Orient, c'est presque l'embrasement de toute la région. Vous voyez là où je viens, parce Effectivement. que la paix. Effectivement. Alors, il y a aussi quelque chose qui continue d'intriguer, c'est le soutien américain affiché donc à Israël malgré tout ce qui se passe. Pensez-vous qu'au fond, l'administration américaine actuelle y croit réellement, ou c'est juste qu'elle est plus ou moins pris entre deux couteaux? Il y a la campagne, la présidentielle qui s'annonce, et voilà, il y a la menace Trump et cette nécessité de sauver sa face par rapport au reste du monde. En fait, il faut le dire, les États-Unis a toujours été le pays ou l'État qui soutient d'une manière indéfectible l'État d'Israël, quel que soit, que ce soit les démocrates ou les républicains. Mais il y a eu des solutions, de la recherche de solutions de paix c'est-à-dire, je dirais, parrainées par les États-Unis et par l'Occident pour trouver une solution c'est-à-dire du Proche-Orient. Si on revient en 78, c'était entre l'Égypte et Israël. Et après, les autres, on se rappelle de la célèbre, c'est-à-dire poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin avec Bill Clinton. Donc, les États-Unis peuvent jouer ce rôle de paix, mais c'est l'allié indéfectible de l'État d'Israël. Maintenant, il y a quelque chose, on est dans une année électorale aussi, une année électorale où la politique étrangère des États-Unis et les alliances des États-Unis jouent, c'est-à-dire rentrent en jeu comme dans la sociologie électorale, dans le choix des électeurs. C'est pour cela il y a d'abord ce qui se passe en Palestine et aussi ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Donc, au vu de l'aide qu'apportent les États-Unis à l'Ukraine. Donc, ces d'enjeux politiques externes des États-Unis sont des variables électorales, c'est-à-dire des variables électorales qui peuvent faire pencher un candidat ou un autre. C'est pour cela qu'on voit une certaine prudence. Bien sûr, le soutien, il est toujours là, mais une certaine prudence par rapport c'est-à-dire les États-Unis ne vont pas lâcher l'État d'Israël. On a vu même quand il y a eu, c'est-à-dire la déclaration de la CPI. Donc, les États-Unis, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, il y a une alliance avec l'État d'Israël, mais dans une année électorale, ce serait très difficile. Mais il y a toujours le processus de négociation et de la recherche de paix. Alors, justement, en parlant de ce processus de négociation, le gouvernement israélien décide de revenir à la table donc, des discussions au Caire pour cette fois-ci un cessez-le-feu durable, en tout cas un retour de la paix. Selon vous, est-ce quelque chose qui vous paraît sincère, et surtout, qu'est-ce qu'il faut en espérer? Écoutez, je pense que le cessez-le-feu, que la paix, enfin, tout le monde est à la recherche de la paix. Certes, ce que fait Israël nous montre que c'est le contraire, mais Israël n'a pas intérêt elle-même de rester en guerre à Gaza, mais aussi parce qu'il y a des pays arabes qui sont, c'est-à-dire dans l'environnement d'Israël, les sociétés
arabes, les sociétés musulmanes, et il y a aussi, je dirais, l'opinion publique internationale qui commence à crier, à corps et à cri qu'il faut arrêter ce massacre. Donc la solution de paix, quand on parle maintenant des négociations au niveau du Caire, certes, Israël, il demande de récupérer ses otages, ce qui est normal, mais aussi les Palestiniens demandent, c'est-à-dire que le cessez-le-feu soit normalement non seulement immédiat, mais qui s'inscrit dans la durée. Parce que quand on voit réellement la bande de Gaza, on se demande combien d'argent, combien de temps et combien, je ne dirais pas de larmes, ont été versées par les mères qui ont perdu leurs enfants ou leurs proches ou les parents, et combien de douleurs existent dans cette région-là, suite à ce qui se passe, et la paix va garantir, je dirais, la paix et la sécurité pour tout le monde, même pour Israël, parce que Israël ne peut pas rester comme ça à faire ce qu'il fait, parce que cela continue, et on voit il y a un embrasement au niveau dans l'environnement régional. On a vu la Ligue arabe est sortie avec une déclaration il y a 10 jours à Manama, où il déclare qu'il faut avoir un cessez-le-feu. On a vu au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y avait c'est-à-dire un vote de la majorité des États, c'est-à-dire de la majorité absolue des Nations Unies, que le cessez-le-feu devrait être immédiat et durable. Au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu une résolution, certes, il y a eu un vote, un veto des États-Unis et des abstentions, mais les 13 États ont voté pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc, on voit que la communauté internationale essaie d'aller vers la paix. Et ces négociations-là, je pense, c'est la dernière chance pour tout le monde. C'est la dernière chance pour les Palestiniens, pour les habitants de Gaza, mais aussi pour que Israël puisse, parce qu'elle vit dans un environnement, puisse vivre si elle veut avoir réellement la paix. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Ali Lahrichi. Je rappelle que vous êtes le doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis de Casablanca. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Médien TV. Je vous en prie. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.